Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast. Cette semaine, je suis en compagnie d'Anne-Catherine et de Dimitri Perrier, les cofondateurs d'Explorate. En 2018, ils se sont lancés dans l'aventure de l'édition pour sortir Big Monster, le premier jeu de Dimitri. 7 jeux font désormais partie de leur catalogue, dont l'incontournable Fédération, nommée aux As d'Or à Cannes en 2023. Après plusieurs rencontres lors de festivals, j'ai enfin pu prendre le temps d'interviewer Anne-Cat et Dimitri au sommet des jeux à Valmeinier à la fin du mois d'août. Eh bien, me voilà en compagnie, cette fois-ci, d'Anne-Cat et Dimitri Perrier. Merci d'être là, donc les fondateurs d'Explorate. Bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de nous accueillir. Alors, ça me fait vraiment plaisir de vous avoir, parce que ça fait plusieurs fois qu'on se rencontre et à chaque fois avec le grand sourire et on discute sans trop prendre le temps. Donc, au moins, on a un petit peu plus de temps pour vous connaître et connaître le parcours de la maison d'édition. Comment est née l'idée et comment vous êtes jetés dans le grand bain de l'édition. Forcément, vous êtes des joueurs depuis longtemps. Donc, oui. On peut aussi commencer par là, votre parcours de joueur, peut-être. C'est vrai. Il va être très lié, en fait. Alors, oui, ok. Alors, qui se lance ? Je vais démarrer. Donc, en fait, on a toujours joué, tous les deux, dans nos familles, déjà, enfants. Et puis, on s'est rencontrés et Dim est passionné de Magic. Donc, il découvre Magic et nous voilà à Lille. Et à Lille, on cherche à l'office du tourisme, on demande où est-ce qu'on peut jouer à Magic. Et on nous renseigne une salle. On va jouer, c'est un bar même. On va jouer là. Et puis ensuite, on s'en va pour un tournoi de Magic à Cannes. Et à Cannes, Dimitri perd malheureusement à ce tournoi assez vite. Dans le Palais des Festivals. Mais direct, vous jouez à Magic, direct, pas un tournoi, quoi. Oui, assez vite. Et donc, à Cannes, on est dans le Palais des Festivals. Du coup, plus de Magic. Et on est curieux, on va au premier étage. Et là, on découvre des personnes en salopette à damier et des jeux de société. Et le premier jeu dans lequel on est tombé, c'est Vinci. Et donc, on est tout début des années 2000. Et alors, donc, Vinci, donc, pourquoi ça vous a mis le pied plus à l'étrier ? Parce qu'on jouait à risque. Et là, Vinci, on découvre qu'on peut jouer à risque sans dés. Et on est juste bluffé de se dire, on va avoir des civilisations. Ces civilisations vont décliner. Et il faut qu'on soit le plus stratégique possible. Et on tombe vraiment amoureux de ce jeu. Aujourd'hui, c'est vraiment un jeu parmi les premiers jeux modernes qu'on a pu faire, dans le sens où on quitte un peu soit les brouettes de dés qu'on va jeter en attendant les résultats, on fait des vrais choix et avec des mécaniques un petit peu innovantes à l'intérieur qu'on n'a pas dans les jeux traditionnels. Donc c'est là où on a la première prise de conscience que ça nous plaît et qu'on a envie de jouer et de découvrir d'autres jeux. Alors rappelle-moi, du coup, Vinci, c'est un peu l'ancêtre de Small World, hein, c'est ça ? C'est ça, c'est Philippe Cayerts, en fait, qui a fait ce jeu. Philippe Cayerts qui est devenu un ami à nous, c'est ça qui était assez sympa, en fait, parce que on l'a rencontré, on va dire 1 an et demi, 2 ans après, à un week-end jeu qu'il organisait. D'accord. Et on a mangé en face de lui, on a lu son étiquette, puisqu'il y avait des étiquettes avec les noms. On dit Philippe Cayerts, on dit mais tu serais pas l'auteur de Vinci, qui est le jeu qui nous a fait rentrer dedans. Et en fait, après on a sympathisé. Et c'était assez rigolo parce que on a abouti en fait et on s'est développé dans le monde du jeu et j'ai fait ma première boîte dédicacée de Big Monster au début par Philippe en fait dans les deux sens. D'accord. Moi j'avais demandé la dédicace de Vinci et lui m'avait demandé la dédicace de Big Monster et ça faisait une sorte de boucle qui était assez sympa. Bouclée, ouais. C'est cool. Donc en fait on a découvert Vinci et après on s'est intéressé aux jeux modernes et donc on a participé assez rapidement à 2 événements de jeux qui étaient les premiers Trick Track d'Or et un week-end jeu qui était le Belgoludique. Et c'est là où, justement, on a rencontré Philippe Cayerts. D'accord. Et après, donc l'année d'après, on est allé à Cannes. Et comme on avait participé au Trick Track d'Or, il y avait des nouveaux qui étaient rentrés, qui avaient fait des jeux qui étaient Contrario ou autres, et qu'on allait pouvoir retrouver à Cannes. Des gens nous avaient dit « il y a quelqu'un qui a fait Contrario, il est à Cannes, c'est son premier jeu ». Et c'est là où on a rencontré Mathieu Despnous, Roberto Fraga, qui étaient au lancement de leur premier jeu, qui étaient sur le côté auteur, avant d'être éditeur avec la maison de jeu. Donc il y a plein de joueurs qu'on a rencontrés qui avaient un statut soit de joueurs, de passionnés, ou de futurs créateurs et qui après ont pris des maisons d'édition et ont avancé, donc c'était assez sympa parce que le monde du jeu était les prémices en fait. Ouais.
Et c'était beaucoup plus petit, en fait. Et donc, on se connaissait beaucoup plus facilement les uns les autres et ça tournait beaucoup plus. Alors, on était vraiment des joueurs. On allait de festival en festival. On pouvait découvrir les jeux. On était très, très friands de pouvoir jouer, de rencontrer. Mais on ne voulait pas encore passer à ce moment-là côté pro. Par contre, comme on a des amis qui sont passés pro assez vite, on a découvert l'envers du décor d'une maison d'édition parce qu'on a participé à différents développements de jeux au niveau des équilibrages, des tests ou autres. En tant que testeur, quoi. Voilà, on a pu découvrir cette partie-là du développement des jeux, de l'équilibrage, et c'était des premières notions un peu du côté pro, je dirais. Et c'est ce qui t'a donné aussi peut-être l'envie de créer toi-même, Dimitri, parce qu'en fait, ça a commencé par là aussi. Donc, ce qui m'a donné le goût, en fait, et l'envie d'aller plus loin, c'est à la fois de participer à des jurys au niveau des jeux de société, de connaître des gens et de participer un peu au développement de ces jeux et d'être aussi passionné de jeux. Tout cet ensemble a fait que j'ai eu envie de me lancer et de développer un jeu. Et ce qui a été un peu à la base de la création de la maison d'édition. J'ai eu une idée de jeu. En fait, on a beaucoup joué avec des amis, on a travaillé des choses, puis on s'est dit que ça pourrait être sympa de l'éditer et on a envie de pousser la démarche jusqu'au bout. Donc, j'ai même pas cherché spécialement à me faire éditer par d'autres éditeurs. Ça a été une volonté de développer ça comme ça, puis de mener une démarche jusqu'au bout et de voir comment ça se passait. C'était une évidence, en fait. C'est-à-dire que tu te sentais prêt à mener la chose jusqu'au bout, le développement jusqu'au bout de l'idée. Oui, en fait, on avait pas mal d'informations, déjà de gens qu'on connaissait qui étaient pros. Donc, on ne partait pas dans l'inconnu total. En plus de ça, dans la filière, on connaissait certains tenants aboutissants qui étaient des distributeurs ou autres, qui fait que pour notre premier jeu, avant même qu'on lance notre Kickstarter, on avait déjà un distributeur. Alors que ce n'est pas toujours évident pour une petite maison d'édition qui commence de trouver un distributeur. Et on avait plusieurs même échanges avec des distributeurs différents. Donc tout s'est passé assez vite et ça s'est concrétisé de façon très positive en fait sur ce lancement. Et c'est toute une phase où on a eu très très envie d'être sur le terrain. On lançait le Kickstarter, donc on voulait vraiment avoir une petite communauté, fédérée, et donner envie de jouer à Big Monster. Et c'est vrai que c'est un jeu qui a entraîné beaucoup d'amitié, oui, on a fait beaucoup de présence terrain, et c'est vrai. Communauté. Oui, on avait une communauté très forte en fait sur le terrain. Big Monster, c'est ton premier jeu ou tu avais déjà eu d'autres idées, d'autres protos, d'autres choses, ou est-ce que c'est vraiment celui-ci le plus abouti Oui, j'avais déjà fait d'autres protos, mais qui n'ont pas été édités. J'ai même fait un des jeux avec Roberto Fraga. En fait, on a fait quelque chose qui est jamais sorti non plus. Et puis après, j'avais eu des idées, mais là, c'est vraiment le jeu qu'on a pris le temps de développer et d'amener vraiment à maturité, en fait. Et quand on a atteint un certain seuil, je veux dire, de développement, on s'est dit oui, ça peut valoir le coup de l'éditer et de commencer l'aventure. D'accord. Alors pour les auditeurs, est-ce que tu peux nous parler un petit peu rapidement du pitch du jeu et quel était le début finalement de l'idée ? Big Monster était en fait une idée d'un jeu de draft au début, parce qu'on avait fait une blague à Mathieu Despnous sur un de ses jeux qui était un jeu de draft aussi. Puis après, à force de faire des échanges et des tests, on a eu une idée qui était le fait de dire on va faire un draft différemment. Et ce draft, c'était de dire je vais choisir une carte et je vais passer mon paquet, là c'était des tuiles, à qui je veux. Et donc on mettait une notion à la fois de rapidité, mais aussi d'un draft qu'on pouvait diriger vers des gens, donc soit pour les embêter, on a intégré une notion d'équipe, parce que il n'y avait pas beaucoup de jeux d'équipe à ce moment-là, et donc c'est-à-dire on jouait 2 par 2, et c'était le plus petit score qui allait compter. Donc il fallait forcément aider son coéquipier, ça servait à rien de faire un score pas possible, et donc c'était un jeu de draft où on regardait beaucoup les autres et où on jouait vite parce qu'il y avait cette pression du temps, c'est-à-dire qu'une fois qu'on avait passé le paquet à quelqu'un, il ne pouvait plus recevoir d'autres paquets. C'était cette notion un peu de stress sur la vitesse, tout en ayant quelque chose où on se regardait les uns les autres. Et ça, on a toujours bien aimé, les interactions, lever la tête et regarder les autres, parce que pour moi, c'est une des bases du jeu de société, c'est de jouer avec les autres. Complètement. Et alors donc, du coup, Explorate, ça démarre en 2018. Alors, comment on se lance réellement dans cette aventure d'édition ? Une fois que ça y est, on a l'idée, quand on a le jeu, on se dit que ça vaut le coup, on apporte quelque chose de différent, il faut monter la société. À ce moment-là, moi j'étais plus un peu en reconversion, donc j'avais cette possibilité de le faire. Et donc on a réfléchi, on a mis du temps pour se dire, voilà, c'est aussi une passion, mais de cette passion, est-ce qu'on veut vraiment faire notre métier au quotidien ? Et puis on a franchi le pas, donc création de société, trouver le fabricant pour le jeu,
jeu, lancer le Kickstarter, puisque c'était important de faire connaître le jeu, de montrer notre démarche de communication aussi pour le distributeur. Et c'était parti, mars 2018. Mars 2018, on se lance dans l'aventure. C'est ça, et on envisageait un Kickstarter, en fait, pas dans la philosophie des Kickstarter purs, mais avant tout pour se faire connaître. Parce que quand on n'existe pas, c'est pas évident de commencer. Et pour attirer une communauté, il faut communiquer par certains moyens. Et on n'a pas, quand on n'a pas des budgets énormes, tant de moyens de communication que ça. Kickstarter a été un bon moyen d'avoir une visibilité et de prendre contact avec des gens qu'on n'aurait pas forcément pu découvrir si on n'avait pas fait le Kickstarter. D'accord. Et alors, comment vous répartissez les rôles à ce moment-là ? Parce qu'effectivement, il y a le côté gestion, il y a le côté communication, tu viens d'en parler, relations pour travailler la fabrication, etc. Comment vous répartissez les rôles ? Vous êtes que tous les deux dès le départ ? Oui, sur le côté opérationnel de la société, on a été deux depuis le début. Anne-Cat s'est plutôt occupée de tout ce qui était, on va dire, administratif, fabrication, festival. Et moi, j'étais beaucoup plus sur la communication, le développement, la relation avec les auteurs, avec les illustrateurs, la direction artistique, le développement des jeux. Voilà. Et donc, il a fallu combien de temps, finalement, pour aboutir à la sortie de ce premier jeu, donc Big Monster ? On a commencé avant de créer la société. Donc, une fois qu'on a créé, le Kickstarter a suivi. C'était avril-mai et on a dû livrer tout début juillet. Et après, en magasin, c'était en septembre. Donc, on avait vraiment tout préparé pour que ça puisse se suivre rapidement. Mais le jeu, ça faisait certainement 18 mois avant. On l'a beaucoup fait tourner dans les week-ends jeux, dans les festivals. On a fait beaucoup de protos, on a découpé des tuiles. Voilà. Ah bah on met les mains dans le cambouis, quoi. Oui. Et alors, donc, ce premier jeu, voilà. Et comment on décide de continuer ? Vers quelle ligne un peu éditoriale ? Qu'est-ce que vous décidez de faire ensemble ? Ou est-ce qu'après, c'est vraiment au coup de cœur et à l'envie ? On était avant tout au coup de cœur, dans le sens où il fallait que le jeu nous corresponde. Mais on a vite établi un peu un ADN. On a des jeux très variés en termes de cibles, qui vont de jeux familiaux jusqu'à du jeu expert. Donc là-dessus, par rapport au nombre de jeux qu'on a une amplitude assez large de cibles. Par contre, ils ont tendance à partager un ADN un peu commun. C'est-à-dire qu'en général, on a beaucoup d'iconographie sur le jeu, on n'a pas de texte, parce qu'on veut que l'expérience passe par là, on veut des jeux rythmés, on veut des jeux à interaction. Donc, quel que soit leur calibre, on retrouve un petit peu cet ADN de regarder l'autre, de faire des choses, et plutôt en dehors de jeux à deux, plutôt sans attaque directe. On est plutôt dans la philosophie des jeux de gestion, des Eurogames, en essayant de trouver à chaque fois des petits twists mécaniques qui soient sympas, avec des jeux qui proposent des vrais choix. On n'est pas du tout adepte de jeux qui jouent un peu tout seul. On sait que c'est la mode, parce que là, il y a beaucoup de jeux qui sont arrivés où on pourrait quasiment ne rien choisir et le jeu jouerait à votre place. C'est pas du tout ce qu'on veut faire, même si on sait que c'est la mode. Donc c'est pour ça qu'on est sur certains axes de jeux qui sont des coups de cœur et qui tracent un peu notre ligne éditoriale, plus que la catégorie des cibles. Tu veux rajouter quelque chose, Anne-Cat ? Oui, moi, ce que je voulais rajouter, c'est que le côté expérience, on aime vraiment ça, et pouvoir procurer cette expérience ludique aux joueurs. Et ça peut être un petit jeu familial qui va jouer en famille, aller vers le jeu expert, et un peu se dire, j'ai ma ludothèque Explorate, et je vais pouvoir proposer différentes expériences, et je vais les faire partager. Et c'est vrai que le côté coup de cœur, c'est avant tout, c'est ce qui nous mène, parce que, oui, on va y passer des heures sur les jeux, donc il faut les aimer. Et puis après, moi, je dirais ce côté d'expérience. J'aime bien pouvoir dire qu'on progresse dans son expérience ludique, et c'est quelque chose que j'ai envie de pouvoir proposer aux joueurs par nos jeux. Un petit élément à rajouter aussi, c'est que quelquefois, quand on voit un jeu, il peut être abouti de façon très variable. C'est-à-dire qu'il y a des jeux qui peuvent être très très développés, où on dit on n'a plus grand-chose à faire, et d'autres sur lesquels on dit on a beaucoup de boulot. Mais le coup de cœur va se passer dans la transposition, de dire là je pense que je peux faire quelque chose, et le jeu je peux le transformer suffisamment pour arriver à quelque chose qui soit vraiment sympa. Et donc c'est à la fois ce partage avec les auteurs, et surtout on est donc sur des discussions de dire pour vous votre jeu il est fini, ou est-ce que vous acceptez qu'il soit modifié. Ça c'est des discussions qu'on va avoir, parce qu'il y a certains jeux, pour nous, on ne pourrait pas les éditer tels quels. Il y a tout un chemin encore à mener pour aboutir. Et des fois, ça fait des gros changements sur le jeu initial. Et ça va dépendre, c'est très variable d'un jeu à l'autre. D'accord. Vous pouvez me rappeler du coup le catalogue Explorate, justement on parle de plein de variétés. Oui. Tu peux nous lister un petit peu, Anne-Cat, et nous redire un peu les titres. On démarre avec Big Monster, donc jeu de 2 à 6, avec notamment un mode équipe très original. Ensuite, on a Pirate Under Fire, jeu pour 2 joueurs qu'on a travaillé avec des auteurs italiens et qu'on a rencontrés à Cannes, et ça, là aussi ça a été un vrai coup de cœur.
On a Anne Ludim, jeu de cartes, un peu dans la veine d'Urami, avec des cartes à double côté. Donc les valeurs sont différentes en haut de la carte et en bas de la carte. Et ici, ça a été développé par Ludovic Maublanc et Dimitri, et illustré par Anna Itzig. Donc là aussi, un très beau projet dans l'univers de la magie, qui a souffert malheureusement un peu du Covid. Ensuite, on a The Specialist, jeu à 4 auteurs. Donc là, on a travaillé avec Marco et Stefania, nos auteurs italiens, et nous deux. C'est un jeu où on va constituer une équipe de spécialistes dans le but de faire des casses. Donc on va avoir à la fois des cartes qui vont représenter des spécialistes et des dés qui vont représenter de l'information qui vont nous permettre de recruter ces spécialistes. On a Awimbawe, jeu de pli pour 2 joueurs, avec un auteur de Rouen, Mathieu Roussel. Et on termine avec Fédération en jeu édité à aujourd'hui, de Mathieu Verdier et Dimitri. Donc là, on est sur un jeu expert. Et enfin, arrive Free to Play, donc un jeu familial, un jeu de pli, où tous les joueurs vont jouer en simultané, et avec différents petits twists. Donc voilà, un jeu qui va vraiment apporter fraîcheur et variété. C'est la fin de la journée. On a quand même fait, il faut le dire, une grosse randonnée ce matin. Alors une randonnée familiale, mais quand même 6 km, fallait les faire. Avec du dénivelé. Dans Free to Play, en fait, on va être dans un jeu de pli original qui va avoir plusieurs petits twists, un twist sur le scoring. Il y aura beaucoup d'interactions, des petits coups bas. C'est quelque chose de très très familial qui est complètement, quand on parle de la cible joueur, à l'opposé de Fédération. Voilà, on est sur du super familial. J'allais vous dire, là, il fallait se reposer en fait un peu après Fédération, ça doit être. Comme les joueurs, entre 2 gros jeux, on fait un petit jeu. Nous, on a fait pareil. Oui, mais je peux comprendre parce que. Et là, c'est 2 auteurs en fait extérieurs, c'est Luc et Romaric. Luc Raymond et Romaric Gallonnier. Voilà. Et donc on travaillait ensemble. Et alors comment ça s'est passé justement là, c'est un démarchage des auteurs ou c'est on se rencontre sur un festival. Comment vous travaillez justement la recherche des prototypes et des jeux à éditer? Alors, le sourcing se passe souvent en festival ou par des gens qu'on connaît via des week-ends jeux ou autres. Parce que c'est pas si évident que ça en candidature spontanée, parce que les formats sont pas toujours très faciles et on n'a pas forcément le temps de lire toutes les règles qu'on nous envoie et ces éléments-là. Donc il y a des lieux comme les speed dating ou autres, ou parce que les gens nous connaissent, ils viennent nous voir dans certains contextes, mais il y a beaucoup de nos jeux où il y a eu du sourcing à Cannes, par exemple. D'accord. J'ai passé des festivals de Cannes à rencontrer que des auteurs et des illustrateurs, pendant que Anne-Cat s'occupait de la partie stand, en fait. Et alors, justement, pour Fruit to Play... Fruit to Play, ça va, en fait. With the accent. Je me suis entraînée avant. Comment ça s'est passé, justement, l'histoire de ce jeu? Bon, en fait, j'ai rencontré Luc à Cannes. Luc me connaissait déjà de vue, on s'était vu en week-end jeu, et donc il m'a appelé pendant que je passais dans un speed dating. J'ai regardé le jeu, j'ai tout de suite bien accroché. On en a discuté après, et ça s'est fait très très rapidement. C'était une évidence. Anne-Cat, tu avais pu tester aussi? Oui, le soir même à Cannes, on a testé dans l'appart. On était 4 à tester et on a eu un vrai coup de cœur. Oui, j'imagine qu'il faut que vous ayez le coup de cœur tous les deux, forcément. Alors, c'est pas toujours évident de prime abord. Quelquefois, moi, je crois en un jeu, Anne-Cat moins. Et des fois, il faut plus de temps, Anne-Cat. Et la temporalité, pas toujours la même. C'est-à-dire qu'on n'est pas sur 100% de coup de cœur. Dès qu'on voit le jeu, c'est bon, tous les deux, on partage. Des fois, on a des avis très, très différents. Et à force de discussion, d'avancée, de développement du projet, souvent, après, on se rejoint. Voilà. Dis, mais un peu plus de vision. Moi, j'aime bien un plaisir immédiat, et c'est vrai que parfois sur les jeux à éditer, il y a du travail encore, et il faut sentir cette petite fibre, enfin, ce qui va différencier. Et Dim le sent plus facilement, donc ça, c'est super de pouvoir avoir cette vision. C'est complémentaire finalement. Quelquefois, j'arrive à percevoir des choses parce que je sais que c'est moi qui vais faire le développement, donc je les ressens. Et je dis, même si le jeu aujourd'hui il est dans cet état-là, on peut le faire avancer et aboutir à quelque chose qui va vraiment être sympa. Et ça, en étant plus sur les bases de développement, c'est un peu plus facile en fait. Oui. Donc il sort quand ce jeu? Alors, il sort en avant-première à Essen le 5 octobre, et puis après fin d'année dans les boutiques. On n'a pas complètement arrêté la date. D'accord. Tu parlais du distributeur tout à l'heure, on ne l'a pas évoqué. Vous travaillez avec qui? Alors on travaille avec Novalis chez Asmo. Ok.
Et alors moi, j'aimerais bien qu'on revienne un peu sur Fédération, parce que ça a été une longue histoire. Je connais un peu Mathieu, voilà, qui est originaire de la même ville que moi, Le Havre. Comment s'est fait la rencontre? Parce que lui, il avait déjà bien avancé sur son jeu depuis quelques années. Enfin, il y travaillait depuis longtemps, en tout cas. Alors Mathieu travaillait depuis longtemps Voilà. sur un jeu, mais justement, il bloquait sur pas mal de choses. Et on en a discuté. Et moi, j'ai apprécié toute la base en fait, du jeu. Et j'avais pas mal d'idées pour faire justement avancer le jeu aussi. Il t'avait fait jouer le proto? Enfin, vous étiez rencontrés? Il m'avait fait jouer le proto parce qu'on avait des amis communs et donc on avait été mis en relation et j'avais joué le proto. Il y a pas mal de gens qui me font jouer des protos en général, comme je suis intervenu souvent au niveau des développements pour donner mon avis sur des choses. Donc. D'accord. Et donc le fait de jouer au proto de Mathieu, toi, tu avais des idées? Il y avait une bâche que je trouvais très intéressante. Après, j'avais beaucoup d'idées qui permettaient de changer un peu certaines parties du jeu et d'en faire quelque chose d'autre, en fait. Et on a eu un long temps de développement après, parce que c'est très compliqué sur des jeux de cette catégorie-là. Et là, n'importe quel changement va prendre un temps assez énorme. Donc, on a travaillé des heures pendant l'espace de, on va dire, de 2 ans et demi après qu'il ait commencé un premier proto sur. Parce que lui, il était parti sur une idée de scénar romain, je crois, au tout départ. C'est ça. Et donc, après, le scénar romain a des avantages historiques et des éléments. Après, il y a des questions de gameplay aussi, de game design, qui sont des fois plus cohérents dans certains univers que dans d'autres. Après, il y a une projection thématique aussi qui se fait à l'international ou pas. C'est-à-dire qu'on peut être très réceptif en Europe sur Rome et moins parce qu'on n'a pas de culture SF, donc de science-fiction, c'est très peu développé, notamment en France. Ou à l'international, il va y avoir en proportion une culture qui est beaucoup plus développée. Et moi, j'étais un fan de Star Trek, notamment de tous ces éléments-là, où on est vraiment sur de la politique spatiale, on va dire, avec des mini-alliances, des retournements, des choses comme ça. Et Fédération est pile dans cette veine-là, en fait. Donc c'est toi qui as apporté cette notion de spatial, du coup? Oui. D'accord. Moi, je suis un grand amateur et je trouvais qu'il y avait vraiment des mécaniques qui pouvaient parfaitement s'intégrer à ça et une liberté aussi avec l'espace sur lequel on pouvait faire des choses supplémentaires. Et c'est vrai qu'il y a des références dans le jeu, justement, comme tu dis, à Star Trek, à Star Wars. Oui, au 5e élément. 5e élément, oui, notamment la sénatrice. Oui. Et c'est plein d'éléments comme ça, en fait, qui font que les gens qui ne sont pas sensibles, ils passent à côté et puis ils jouent à un jeu comme si c'était n'importe quel thème. Par contre, ceux qui aiment bien la SF, ils vont voir plein de petits points sur les noms des planètes, plein d'éléments. Et on a eu des joueurs fans de SF qui étaient très curieux, qui venaient nous confirmer qu'ils avaient bien compris tous les trucs et toutes les allusions qu'il y avait dans le jeu. Oui, c'est vrai que c'est chouette de pouvoir se ressentir, l'intégrer en fait, et se dire mais oui, en fait, ça nous parle, le jeu direct. Voilà, donc c'est pour ça qu'en fonction de la culture qu'on a, on est plus ou moins sensible à ces choses-là. Et c'est le cas de beaucoup de jeux, notamment encore plus les jeux experts, où la thématique va être différemment ressentie selon les gens, selon leur culture, selon ce qu'ils aiment. En fait. Et donc, il y en a qui auront un rejet sur les thèmes spatiaux, d'autres qui auront un rejet sur les thèmes antiques, inversement. Et c'est toujours dur de faire l'unanimité. Après, sur un jeu comme Fédération, il y a eu des choix qui ont été faits. Moi, je voulais l'adresser par rapport à des Eurogames classiques, beaucoup plus à un public féminin et un public plus jeune, notamment au niveau des couleurs, au niveau de la visibilité, et qu'on ne soit pas sur une alternative de marron et de gris, parce qu'on avait eu beaucoup de remarques. Allemands, quoi. Non, mais de jeux purement dans la tradition allemande, où on avait des femmes joueuses qui nous disaient j'ai pas envie d'y jouer, j'y jouerai jamais parce que c'est comme ça. Donc on a perdu une partie du public geek qui aime ces jeux marron, gris et tout ça, et qui nous ont dit il y a trop de couleurs, je peux pas. Par contre, on a gagné tout un public, et c'était à la fois parce que c'était coloré, c'était vif, et en plus parce qu'en termes d'ergonomie, c'est beaucoup plus facile quand il y a des couleurs tranchées de faire apparaître des choses de façon nette. Et pour nous, comme on a beaucoup d'iconographie, on veut toujours que l'ergonomie soit au top, en fait. Et des différenciations de couleurs, ça facilite l'accès. Mais c'est clair que dès la première partie, on a vite les repères. Très très vite les repères. Enfin moi c'est vraiment la sensation que j'ai eue, même s'il faut se référer, les noms des notamment les guides, enfin pas les guides, je ne retrouve plus le terme précis, les érudits, merci. Oui, il faut forcément parfois se référer à leur pouvoir, mais c'est vrai que globalement c'est évident en fait, même si c'est un jeu avec beaucoup de profondeur et qui est assez complexe, c'est quand même assez évident. Toutes les mécaniques sont simples en fait. C'est ça, le tour est simple de jeu. Normalement, quand on a vu l'iconographie une fois, on s'en souvient assez bien. Il y aura toujours des petits détails sur lesquels on va revenir, mais globalement, les gens mémorisent assez bien. Donc ça leur permet de rentrer dans la partie, parce que les iconographies ont un sens, et ça a été un vrai défi en termes d'icono, parce que j'ai travaillé avec Miguel Coimbra, en fait, dans un premier temps, qui était l'illustrateur, et il m'a dit, tu fais tout le plateau avec que des icônes, et moi je dessinerai en dessous. Donc j'ai fait un plateau de
56 cm sur 84, rempli d'icônes, sans aucun dessin. Ah oui. Alors, à placer, c'est un peu long. Oui, je veux bien croire, ça doit bien casse-tête, ça. Et donc, c'est le plus gros transparent numérique que j'ai fait. La partie équilibrage, ça a dû être un beau casse-tête aussi, ça, parce que notamment, effectivement, à 3 joueurs ou 2 joueurs, avec les tuiles qui viennent compléter ou bloquer des accès dans le Sénat, ça a dû être, un vrai travail de fourmi. C'était très très long en fait, parce que surtout, Fédération est un jeu très ouvert. Donc c'était un des rares jeux de gestion où on peut se passer complètement. Il y a 5 planètes, on peut ne pas en jouer 2, n'importe lesquelles, et gagner. Et ça, c'est rare. Souvent, il y a des filières en fait dans la plupart des jeux. C'est que je fais telle action, puis telle autre, puis je les ferai plus ou moins au bon moment, donc je serai plus ou moins bon. Là, on peut avoir des parties où on joue des choses radicalement différentes d'une partie à l'autre, tout en ayant autant de chances de gagner. Et ça, c'est ce qu'on voulait en fait. Et ça, c'est le plus long. Parce que équilibrer un jeu très ouvert, c'est beaucoup plus compliqué qu'un jeu de filière. Et c'est vrai qu'on peut effectivement être parti sur 2 axes complètement différents et avoir des scores très serrés. Oui, non, c'est ça. Parce qu'en fait, quand on parle d'équilibre, les gens ont l'impression que toujours l'équilibre, c'est avoir le même nombre de points. Alors, c'est pas ça du tout. C'est avec des stratégies très différentes et des joueurs de même niveau, pouvoir être proche. Et ça, c'est ce qu'on voulait. Parce qu'un jeu, sinon, à équilibrer, c'est facile. On met 2 points sur toutes les actions. À la fin, tout le monde aura le même score, en fait. Et il y a des gens qui vont dire, ah bah, c'est équilibré. Non, c'est pas ça l'équilibre d'un jeu, en tout cas pour nous. C'est de vivre des sensations différentes, d'avoir des vrais choix, des options stratégiques, tout en ayant, en fonction des différents choix, des options pour gagner si on joue bien. Et par contre, c'est des jeux aussi où on peut se tromper. Ça peut très mal se passer, une partie dans le sens très mal. On pourra toujours jouer, ce sera toujours agréable, mais au niveau du score, ça peut vraiment des fois être déceptif. Mais ça, c'est le propre des jeux experts, en fait. Et c'est ce qu'on voulait aussi dans les choix, c'est que des fois on se trompe et on a envie de faire une revanche parce qu'on a envie de mieux jouer la fois d'après, puis on va tenter ce qu'a fait quelqu'un d'autre. Alors dans les petits clins d'œil, il y a aussi le diamant d'or, bien sûr. Ah bah oui. Un gros clin. Le gros clin d'œil, parce que forcément, c'était difficile de se mettre en compétition avec un jeu pareil pour les diamants d'or. De toute façon, pour le diamant d'or, immédiatement, j'ai choisi de l'exclure du diamant parce que sinon ça décrédibilisait le prix. Après, c'était vraiment un contre-cœur parce que c'était comme c'est le type de jeu qu'on aime et qu'on l'a développé avec aussi les gens du diamant. Donc en fait, on savait qu'ils correspondaient parfaitement. On a fait voter les présélectionneurs par curiosité pour voir un peu ce qu'ils en étaient. Et forcément, ben voilà, il était très bien classé. Les membres du jury ont tous testé justement aussi les protos ou pas forcément. Il y en a beaucoup qui ont testé, beaucoup qui ont donné leur avis. Donc c'est pour ça que quoi qu'il arrivait, je pouvais même pas dire je vote pas cette année parce que les autres savaient que c'était mon jeu. Bien sûr. Tout le monde aurait dit c'est biaisé, que ce soit biaisé ou pas en fait. Donc peu importe, donc on ne pouvait pas le mettre. Mais c'est vrai que ça faisait un petit coup au cœur et donc on a fait un clin d'œil dans le jeu. C'est la ressource la plus rare, ce sont les diamants d'or. Voilà. Ouais, oui, mais c'est bien trouvé. Mais en tout cas, il a une belle histoire ce jeu parce que forcément, quand même nomination à Cannes cette année, Cannes 2023. Moi, c'était mon coup de cœur. Ça s'entend, Stéphanie, ça s'entend quand tu en parles. Donc c'est vrai que du coup, comment vous avez vécu aussi ça, parce que c'était quand même une belle mise en avant du jeu forcément, mais d'Explorate aussi. C'est encourageant. Alors en fait, ça a commencé encore avant. En fait, les premières mises en lumière, en fait, sont venues des États-Unis. En fait, parce qu'il y a eu Rado, qui est un des grands blogueurs en fait américains, qui a beaucoup apprécié le jeu, donc il l'a mis dans les jeux qu'il voulait jouer à Essen, enfin qu'il voulait acquérir. Et en fait, à Essen, on a Tom Vassell, qui est le blogueur le plus connu quasiment, qui est venu sur notre stand. Parce qu'il avait apprécié Big Monster as a spécialiste, qui est venu me parler et quand on a échangé avec lui, je lui ai demandé si c'était son type de jeu parce que c'était un jeu expert par rapport aux autres et que je savais pas s'il jouait à ce type de jeu. Il a dit oui, moi je joue à tous les types de jeux. Et il dit si tu me donnes une boîte, je fais une review. Alors là on a donné une boîte, je crois que c'était le meilleur placement qu'on ait fait en fait. Ok, bah oui. Parce qu'après on passe sous son jugement parce que là c'est The Dice Tower, on peut tout avoir et on a eu un saut d'excellence qui est la meilleure reconnaissance. Par justement ce groupement qui est The Dice Tower de blogueurs. Et Tom Vassell plus particulièrement nous a mis un 9 sur 10 sur le jeu. Donc ça, c'est eu un impact énorme dans le monde du jeu. En plus de ça, sur Essen, on a fini premier du classement Fair Play pour les gros jeux. Il y a 2 classements. Et donc, à l'issue d'Essen, ça a été un boost merveilleux. Et après sont venues d'autres nominations, et notamment Cannes, qui a remis en lumière encore plus sur le public français. Parce que Essen, c'était en 2022 ou c'était encore avant ? Non, c'était 2022. Non, tout ça s'est enchaîné. Donc ça s'est vraiment enchaîné. Ok.
Et derrière, c'est ce qui nous a aussi facilité l'accès Hyson à l'export, parce qu'il y a des gens qui ont commencé à regarder le jeu en disant « Ah bah oui, si il est apprécié comme ça, c'est qu'on va regarder ». Et c'est grâce à ça qu'on peut sortir aujourd'hui le jeu aux États-Unis, en Chine, en Espagne, en Italie, en Allemagne. Et donc là, ça arrive un peu partout dans les pays étrangers ? Là, la sortie, c'était que cet été, donc aux US, US, Espagne, Italie et Chine. Et là, vous avez déjà des retours un petit peu déjà sur les premières ventes ? On a les notes sur BGG, parce qu'en fait, c'est toujours le jugement. En fait, on commence à avoir beaucoup de votes. Quand on lance un jeu, on a toujours les votes de l'amitié, on va dire. Il y a une trentaine de personnes où il y a toujours des votes un peu biaisés, parce qu'ils sont tellement contents de vous connaître, tout ça, que c'est pas forcément le reflet. Là, on n'a plus que des votes internationaux, quasiment, donc les gens, on les a jamais vus. En plus, on avait un petit peu peur sur une culture américaine. En général, les types de jeux, c'est ce qu'on appelle les Ameritrash, qui sont avec des attaques directes, qui ne sont pas tout à fait les mêmes que les jeux de gestion. Et pour l'instant, on a toujours un très bon accueil. On a beaucoup de notes qui arrivent et qui sont toujours au même niveau que les notes qu'on a eues en Europe. D'accord. D'où la thématique, à mon avis, là, qui fonctionne bien. C'est ça. La thématique est bien adaptée aussi. Donc, il y a une bonne réception, à mon avis, de ce côté-là, parce que la culture Star Trek est beaucoup plus présente aux US qu'en France. Et une nomination pour un prix au Portugal, c'est ça, hein ? Oui, en Belgique aussi pour l'Expert Game Award et là au Portugal plus récemment. Ok. Est-ce que vous voulez me parler de d'autres projets sur lesquels vous travaillez, ou est-ce que c'est trop tôt ? Où vous en êtes un petit peu ? À venir pour 2024, on a 2 jeux en projet. Un jeu de draft avec réserve et construction de tableaux qui s'appellera AI, et également un jeu de déduction qui là est plus encore en travail, en développement à aujourd'hui. Donc des nouvelles expériences encore à vous proposer. Et là, les auteurs, vous travaillez avec qui ? Alors, on travaille AI avec Renaud et Pierrick Libralesso. Et pour le jeu de déduction, on travaille avec Michael Munoz, qui est un jeune auteur qui n'a pas encore édité de jeu. D'accord, ce sera son premier jeu. Ça sera son premier jeu, et il est de Nice. D'accord. Et a priori, une nouvelle recrue au sein de l'équipe. Et alors, au sein de l'équipe, et oui, on a le plaisir d'accueillir Anaë, qui arrive ici au 18 août avec nous, et qui nous rejoint en alternance. Donc, elle va prendre part à l'ensemble de nos projets d'Explorate, et on est ravis, évidemment, de poursuivre aussi l'aventure. Donc, elle sera avec nous pour les 2 prochaines années. Et je ne sais pas si tu as un petit mot à nous dire. Oui, est-ce que tu veux parler, Anaï ? Parce que voir si tu es contente d'être venue. Quel va être ton rôle, peut-être, Anaï ? Tu peux peut-être juste dire ça si tu le souhaites. Du coup, l'idée, ça va surtout être d'aider sur tous les projets et d'être là en soutien derrière. Plus de la communication, peut-être plus ? Du coup, j'ai une licence en infographie, en communication, tout ça, mais... Anaï va être amenée à intervenir sur le côté illustration, aussi bien sur le côté de l'infographie que sur la globalité des projets, et aussi lui faire découvrir ce qu'est le développement des jeux et la façon dont on avance sur les jeux. Parce que dans le cadre de ses études, elle a fait aussi un projet où elle a créé un jeu, et donc elle a une fibre où elle est intéressée par tout cet aspect de développement au fur et à mesure et de l'ensemble de l'activité liée au fait de concevoir des jeux, je dirais de la fabrication jusqu'à la mise en avant des jeux. Alors j'ai oublié une petite question, mais on doit vous la poser souvent, mais Explorate, pourquoi ce nom ? Alors Explorate, on voulait un mot déjà qui n'existe pas en termes de référencement. Et comme je suis toujours fan de plein de séries, en fait, il y avait une série qui s'appelait Continuum, et à l'intérieur, il y avait un groupe de rebelles qui s'appelait Liberate, avec un 8. Okay. Et en fait, l'idée dans les jeux, c'est qu'on a envie d'explorer de nouvelles pistes ludiques, et on s'était dit, ça peut être rigolo, parce que dans la consonance, ça fait un peu une notion d'exploration, en gardant le 8, qui est aussi le mois d'août, parce qu'on est tous les deux du mois d'août, en fait. D'accord. Et en plus, Anaï arrive au mois d'août. Voilà. C'était... Et du mois d'août aussi. Eh ben voilà, c'est voilà, c'est pour ça on est très précis, en fait. Il faut être lion, en fait, dans l'équipe. Il faut, voilà. C'est drôle. Je vous propose de terminer par le portrait chinois ludique, comme j'aime bien terminer l'émission. Alors, je vois Anne-Cat qui grimace à la peur. Oui, j'ai peur. Il n'y a pas de question piège, c'est vraiment lié à votre expérience de jeu. Anne-Cat, si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu ? Solo, coopératif, compétitif, peut-être semi-coopératif ? Donc compétitif. Compétitif, sûr ? Oui, pas solo, ça c'est sûr. Ok. Ouais, j'ai cru comprendre qu'effectivement, c'est pas dans l'idée. Dimitri ? En fait, compétitif ou par équipe. Mais je suis pas trop
Coopératif pur, j'ai un peu de mal. Solo, je suis pas fan du tout. Parce qu'en fait, pour moi, un des sujets, c'est d'être ensemble. Et c'est pour ça que j'aime bien aussi le mode équipe sur certains jeux. Donc, il n'y en a pas beaucoup. Parce qu'on partage et en même temps, il y a un aspect compétitif. Donc ça, j'aime bien. Ok. Regarde le micro pour la deuxième question. Si tu étais une mécanique de jeu, laquelle serais-tu ? La pose d'ouvrier, classique. Classique, efficace. C'est ça. Voire à double face, comme dans Fédération. Ouais, très bien. Donc, Ça, c'est vraiment très, très belle mécanique. quelque chose que j'apprécie. Moi, je suis vraiment fan des jeux de gestion. Et donc, la pose d'ouvrier, c'est le cœur. Anne-Cat ? Moi, j'aime beaucoup les jeux de cartes. Donc, je dirais peut-être jeu de pli. D'accord. Alors, si tu étais, Anne-Cat, une illustratrice ou un illustrateur, qui tu aimerais être ou dessiner comme ? Eh ben, écoute, moi, je vais te faire part juste de quelque chose de très récent. J'ai eu l'occasion, là, ces derniers jours, de discuter avec Camille Chaussy. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Donc, j'ai aimé ce qu'elle m'a pu me dire sur son contact avec la nature, ce qu'elle aimait transmettre dans ses illustrations. Je ne les connais pas toutes, loin de là. Mais voilà, pour l'instant, c'est la proximité de Camille. Ok. Et Dimitri, même question, un illustrateur ou une illustratrice ? Je serais Yann O'Toole parce que je suis particulièrement séduit par ses couvertures. J'ai adoré On Mars, je suis vraiment adepte de la couverture qu'il a fait pour Kanban, la deuxième version, et Weather Machine. Donc toutes ces couves à chaque fois véhiculent un certain côté de séduction affective, ça me donne envie de jouer au jeu. D'accord. Écoute, je vous propose de me donner peut-être une idée de personnes à interviewer pour ce podcast sur un prochain épisode. Est-ce que vous auriez quelqu'un à me conseiller ? Il y a Vladimir qui attend en fait. Vladimir, alors c'est Vladimir comment ? Pour Ludicali. Pour Ludicali. Ok, Je pense que ça va être un bon client. d'accord. Ok. Bah écoutez, merci. Je propose qu'on termine comme on termine les différents podcasts et les différentes vidéos avec notre phrase habituelle. Donc on a le droit de la refaire 2-3 fois si ça marche pas. Donc au jeu d'Explorate, tu joues quoi ? Et le tu joues quoi, on le fait ensemble. Ok ? Alors au jeu d'Explorate, tu joues quoi ? Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast, n'hésitez pas à partager les épisodes et laisser un commentaire sur nos réseaux sociaux. Ça fait toujours bien plaisir de lire vos messages. Dans 2 semaines, je tendrai le micro à Johan Levet, un auteur hyper productif qui a fait des jeux de logique et de déduction sa marque de fabrique. Restez bien à l'écoute!